Bonjour, bienvenue pour continuer sur ce thème de catalyseur homogène hétérogénéisé. C'est la dernière étape. Hein. Les deux dernières séances seront consacrées à d'autres sujets, enfin à d'autres formes de catalyseurs hétérogènes qui font penser à des catalyseurs homogènes. Donc la semaine dernière, on a vu, disons, un certain nombre, relativement en détail, un certain nombre de méthodes pour fixer des catalyseurs homogènes à la surface de solides. On va revoir ça maintenant. Là, je ne vais pas insister sur les méthodes, mais je vais essayer d'illustrer comment tout ça est appliqué pour spécifiquement la réduction du CO2. La dernière fois, moi, j'ai beaucoup parlé de la réduction des protons et l'oxydation de l'eau. Bon, évidemment, il y avait Marc Robert, je vous avais expliqué qu'il y avait une sorte d'inversion, là, mais qui était plutôt liée à des agendas. Marc Robert a illustré son propos sur le CO2, mais là, je vais reprendre un petit peu, balayer la littérature et aussi introduire à certains moments les approches que nous avons au laboratoire, puisque, comme vous le savez, la valorisation du CO2 est un des thèmes importants du laboratoire. Alors, juste ensuite, nous avons un séminaire par Vincent Artero. Évidemment, je suis extrêmement heureux d'avoir Vincent aujourd'hui. Ceux qui ont l'habitude de venir à ce cours et à ces séminaires ont entendu parler de lui très souvent. Quand je parlais de ces stratégies de stockage des énergies, voilà, on a eu une histoire commune dans le passé et Vincent est devenu un des très grands spécialistes mondiaux de spécifiquement le water splitting, comme on dit en anglais, la décomposition de l'eau, la production d'hydrogène, l'oxydation de l'hydrogène aussi dans des piles, à travers spécifiquement justement des catalyseurs d'abord, et puis aujourd'hui, et c'est de ça je crois dont il va nous parler, de dispositifs en s'appuyant essentiellement sur le moléculaire. Je dis essentiellement parce que c'est la partie catalytique ou photosensibilisatrice, mais comme d'habitude, et je vais redire à nouveau et remontrer une dia que j'ai déjà montrée plusieurs fois, ce sont des molécules qui sont fixées sur des solides à la fin, qui ne flottent pas dans les électrolytes, et à nouveau, c'est toujours cette même stratégie qui consiste à dire, si on veut aller vers ces deux types de dispositifs, donc pour stocker des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire. Et à nouveau, la question n'est pas de débattre quelle est la stratégie la plus pertinente. Dans le monde entier, les gens développent des systèmes où on couple des panneaux photovoltaïques et des électrolyseurs, et d'autres, et je pense que Vincent va surtout nous parler de ça peut-être, des cellules photoélectrochimiques, dans lesquelles donc, tout est intégré, c'est-à-dire les matériaux pour stocker, enfin capter par exemple l'énergie solaire et les catalyseurs. Et donc à nouveau, je le répète, mais vous l'avez déjà entendu, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, les catalyseurs dont on parle et dont je vais parler sont des catalyseurs qui à terme, de mon point de vue, ne seront jamais dans les électrolytes, dans les solvants en train de flotter et d'attendre de rencontrer l'électrode pour fonctionner, mais seront directement mises sur les électrodes. Et donc c'est tout l'enjeu pour les chimistes moléculaires qui veulent développer leurs catalyseurs, voilà, de les fixer sur des surfaces d'électrodes ou de photoélectrodes. Donc je vais parler de réduction du CO2, et lorsqu'on parle de catalyseurs moléculaires de réduction du CO2, on est, je dirais, à part quelques cas, et Marc Robert a cité un certain nombre de ces cas
les réactions se limitent le plus souvent à des réductions à 2 électrons, pour donner soit de l'acide formique, soit du monoxyde de carbone, ces deux produits étant évidemment des valeurs ajoutées par rapport au CO2 lui-même. Ils contiennent de l'énergie, plus que dans le CO2, justement cette énergie qu'on applique pour faire ces transformations, énergie solaire par exemple. Et ce sont des sources de carbone qui sont plus faciles à utiliser dans l'industrie pour faire quelque chose d'utile en synthèse par exemple. Ici vous avez une liste de certains des catalyseurs que j'évoquerai. Il n'y en a pas énormément, je l'ai déjà dit, c'est toujours à peu près les mêmes qui sont étudiés dans la littérature. Il y a un enjeu à découvrir de nouvelles classes de catalyseurs, mais pratiquement tous ces catalyseurs ont été élaborés il y a une quarantaine d'années. Il y a peut-être quelques exceptions. Je pense à ce catalyseur de manganèse dont j'aurai l'occasion de reparler, qui a été proposé pour la première fois, je crois, en 2011 par un groupe français. Ici, ce que j'ai entouré là, c'est parce que je n'en parlerai pas. J'aurais pu le faire pour faire un panorama complet de la littérature, mais vous avez entendu parler de ces deux types de catalyseurs la semaine dernière avec Marc Robert. Les porphyrines, mais elles ne sont pas neuves. Hein. À nouveau, je pense qu'il est utile de rappeler que Savéan, Jean-Michel Savéan a montré que ces complexes sont de bons catalyseurs de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone il y a une 30-40 ans. Et ces quaterpyridines arrivent maintenant un peu grâce à Marc Robert. Voilà. Juste pour dire que il ne s'agit pas simplement, donc la question n'est pas simplement de parler de catalyseurs, mais c'est aussi de voir, en réalité, hein, c'est bien ça le propos, est-ce qu'on peut aller vraiment vers des dispositifs pratiques, donc des cellules électrochimiques, photoélectrochimiques, etc. Et donc il y a eu déjà des tentatives d'aller assez loin dans la construction de ces cellules. Pas énormément, hein, je vais vous en montrer quelques-unes et en gros ça sera à peu près ce qui existe dans la littérature. Par exemple, vous voyez, c'est pas vieux, chaque fois j'insiste sur le fait que les références que je vous donne sont des références récentes, mais ce n'est pas pour oublier le passé, c'est parce que ce sont en gros les premières tentatives d'aller aussi loin. Donc ici, par exemple, en 2016, un groupe a proposé quelque chose d'assez intéressant. J'aurai l'occasion de revenir sur ces ligands qui ne sont pas des porphyrines, mais qui sont des phthalocyanines, qui sont aussi connus depuis, enfin les complexes métal-phthalocyanines sont connus depuis aussi assez longtemps comme étant de bons catalyseurs pour la réduction du CO2, en CO en particulier, et sont des systèmes qui sont assez résistants. Bon, comme j'aurai l'occasion de le dire, avec des surtensions importantes comme tous ces cycles macrocycliques azotés. Bon, l'intérêt ici, c'est qu'ils ont vraiment fait une cellule électrolytique dans laquelle ce catalyseur est présent à la fois à la cathode et à l'anode, ce qui est intéressant. J'ai déjà eu l'occasion de dire que, y compris au laboratoire, on s'intéresse à des catalyseurs qui pourraient fonctionner sur les deux électrodes. Et donc, une fois déposé sur ces électrodes à travers simplement voilà, immobilisé voilà, sur du carbone, atteignant une densité par surface qui est toujours un élément limitant, hein, et il y a vraiment des enjeux à avoir des densités les plus fortes possibles, hein, bien sûr, mais quand on atteint 10-8 mol par centimètre carré, c'est pas si mal. Vous verrez que le plus souvent, on est en dessous. Plus souvent, ça tourne autour de 10 fois moins, 10-9. Donc ce n'est pas si mal, et ils ont assez bien étudié le comportement de cet électrolyseur. Et en gros, vous voyez, c'est un électrolyseur qui fournit du CO avec des rendements faradiques de 80 à 90%. Bon, ce n'est pas des records du monde, hein. Vous voyez qu'il faut appliquer, bon, thermodynamiquement, il faut un potentiel de 1,35 volts hein, pour transformer le CO2 en CO à partir de l'eau.
Ici, vous voyez, pour avoir un courant de 6 mA par centimètre carré, c'est encore très loin de ce qu'on souhaite dans des applications réelles. Il faut appliquer un potentiel de 3 volts, et ceci est dû à toute une série qu'ils ont essayé honnêtement caractériser de surtension à l'anode, à la cathode, ce qu'on appelle les pertes ohmiques liées au dispositif lui-même. Et ici, comme assez souvent, vous verrez que les surtensions, elles sont surtout à l'anode, elles sont plus grandes à l'anode qu'à la cathode. Et donc moi, je parle surtout de la cathode, je parle des catalyseurs de réduction de CO2, mais évidemment, la partie anodique est extrêmement importante. Et il faut trouver des catalyseurs d'oxydation de l'eau avec la plus faible surtension. Voilà, évidemment, si vous appliquez des potentiels de plus en plus bas, ici, vous voyez 2,5 volts de tension aux bornes de cet électrolyseur, vous avez des courants moins élevés, mais tout ça est assez intéressant et les systèmes sont assez stables. On peut parler aussi de l'électrolyseur qui a été élaboré par le groupe de Savéan. Vous voyez, c'est des résultats aussi récents, 2016, PNAS. Donc ce sont les porphyrines, et notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, Marc Robert a indiqué que l'introduction de charges positives ici était vraiment utile pour l'activité. Donc simplement par des... Vous voyez, ce n'est pas des technologies très poussées, hein, c'est des suspensions de nafion de kata et de poudre de carbone, et ensuite on dépose cette encre sur une électrode carbonée. Ici, cette porphyrine est à la cathode, bien sûr, et à l'anode, c'est une anode métallique, hein. C'est pas tout, comme tout à l'heure, c'est pas une anode moléculaire, donc c'est une anode à base d'oxyde de cobalt. Et là aussi, vous voyez, les surtensions, elles sont très importantes à l'anode, 600 mV, la cathode c'est un peu moins. Bon, c'est un système qui n'est pas très performant, il faut 2,5 volts pour 1 mA par centimètre carré. Enfin, aujourd'hui, un dispositif, pour arriver, disons, à convaincre quelqu'un qu'on a un dispositif qui marche dans ce domaine, il faut, disons, atteindre 100 mA par centimètre carré. Mais le système est stable, vous voyez, une tension de 2,5 volts, 1 mA par centimètre carré pendant 30 heures, et une sélectivité pour le CO, plus de 90% de rendement faradique de 30 heures. C'est assez intéressant. Voilà, ça, ce sont des électrolyseurs. Et je vais revenir maintenant sur, dans le cas de cellules photoélectrochimiques, donc est-ce qu'on peut combiner un photosensibilisateur organique ou inorganique et un complexe moléculaire en créant des solides où il y a un lien le plus souvent covalent, pas toujours, et sur ce solide on accroche le catalyseur et le photosensibilisateur, où on accroche le catalyseur sur des semi-conducteurs, enfin tout est possible. Et à nouveau, on va retrouver, mais je ne vais pas le détailler, vous le remarquerez vous-même, on va retrouver les méthodes dont j'ai parlé la dernière fois, les méthodes classiques de fixation, à travers des carboxylates, des phosphonates sur les ligands, à travers la fixation de ces complexes sur des polymères, évidemment les nanotubes de carbone et toutes sortes d'autres méthodes. J'en montrerai d'ailleurs quelques nouvelles. Voilà, ces histoires-là, elles démarrent, je dirais, dans les vraiment sérieusement au début des années 2010. Donc voilà, le principe est souvent le même. Ici, c'est un cas où vous faites des photocatalyseurs. Alors, je les appelle moléculaires, entre guillemets, parce qu'ils sont fixés ici, la partie capture des photos solaires est solide. Ce sont des semi-conducteurs solides. Alors ici, vous avez des oxydes, des oxynitrures métalliques, vous avez des nitrures de carbone, etc., etc. Et ce que vous observez, c'est, au début de cette histoire d'ailleurs, on retrouve beaucoup de complexes à base de ruthénium bipyridine, dans lequel on introduit soit des carboxylates, soit des phosphonates. C'est déjà ce que j'ai dit la dernière fois, qui permet d'avoir une certaine fixation sur le solide. Et le principe est assez simple.
c'est un système qui fait de la photoréduction moyennant qui est une source d'électrons. Ici, c'est une amine, ici, c'est du méthanol, ici, je ne sais pas. Et donc, en gros, le système est un système dans lequel vous avez absorption de photons, excitation, l'électron excité est envoyé dans le catalyseur et le catalyseur réduit donc le CO2 ici en acide formique ou ici également en acide formique et là aussi. Ces complexes de ruthénium sont très bons pour réduire en acide formique et ne produisent pas de monoxyde de carbone. Ici, je voulais vous montrer que on peut fixer des systèmes assez complexes. J'en montrerai un d'ailleurs tout récent qui est encore plus complexe. On peut fixer des molécules assez complexes dans lesquelles vous avez une combinaison de sites catalytiques et de sites photosensibilisateurs. Et combinant un photosensibilisateur organique avec un semi-conducteur, vous avez une sorte de schéma en Z qui est nécessaire parce que, si vous voulez, en gros, l'électron excité ici, après irradiation de ce semi-conducteur, n'a pas l'énergie suffisante pour atteindre, n'a pas le potentiel redox suffisant pour atteindre le complexe métallique. Et donc, il faut un deuxième photosensibilisateur, un petit peu comme je l'ai dit à plusieurs reprises avec... c'est ce qui se passe dans la photosynthèse naturelle avec deux photosystèmes, le photosystème 1 et le photosystème 2. Ici, à nouveau, plus récemment, il y a eu des tentatives avec des métaux non nobles. Hein. Tout ça, c'est du ruthénium. Donc plus récemment, vous voyez, ici, on est en 2017. Et ça, ce travail est intéressant parce que, finalement, on sait encore très peu dans ce domaine-là. Peut-être dans le domaine de l'hydrogène, on en sait un peu plus, mais disons qu'on ne sait pas très bien les effets de distance entre le site enfin, la fonction qui fixe le catalyseur sur le métal et le catalyseur lui-même, le type de support, le type de semi-conducteur, etc. Ici, dans cette étude, donc, ils ont pris un catalyseur aussi qui est très intéressant, très connu, le cyclame de nickel. Là aussi, c'est un vieux catalyseur, je pense, produit dans les années 80 par Jean-Pierre Sauvage à Strasbourg. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... je confonds avec ce système. C'est avec ce système-là, j'y reviendrai, qu'ils étudient les différents types de fixation. Mais bon, simplement ici, c'est un système dans lequel le nickel cyclame, qui est un des catalyseurs intéressants, est fixé sur un semi-conducteur et le donneur d'électrons est l'acide ascorbique. L'intérêt de ce catalyseur, c'est qu'il travaille dans l'eau, donc ce système est dans l'eau. Donc vous avez excitation à ce potentiel-là. Le potentiel est suffisamment réducteur pour réduire le complexe de nickel et lui-même, évidemment, une fois réduit, peut réduire, vous regardez les potentiels, ça descend, peut réduire le CO2 en CO. Le problème, c'est que, comme vous le voyez ici, au bout d'un certain temps, ça s'arrête et effectivement, le catalyseur n'est pas stable. D'ailleurs, si on redémarre, il faut absolument, pour que ça redémarre, il faut absolument rajouter du catalyseur. Si on rajoute simplement du semi-conducteur, ça ne marche pas, ce qui prouve que c'est un problème d'instabilité du catalyseur. C'est un système qui est, dans ces conditions-là, pas très sélectif. Vous voyez, on fait surtout de l'hydrogène, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais disons que c'est intéressant, c'est un système relativement simple et qui marche dans l'eau. Voilà, ici c'est un... Donc ça, vous voyez, 2017, donc c'est une famille de catalyseurs qui a été connu depuis assez longtemps, et vous allez le retrouver parce que c'est un système moléculaire qu'on a pas mal développé au laboratoire. Et ici, ce qui est intéressant, vous voyez, ce sont des terpyridines. Nickel, c'est très simple. C'est relativement facile à fonctionnaliser. J'ai oublié de le dire d'ailleurs quand j'ai présenté l'ensemble des catalyseurs, c'est que, comme vous pouvez le voir, en particulier sur cette famille-là, c'est des bipyridines, ce sont donc des polypyridines. C'est la même chose ici.
on n'a pas une très grande liberté de fonctionnalisation. Ce ne sont pas des systèmes, ils sont simples comme ça quand vous les regardez, mais en fait, ils ne sont pas si simples. La chimie, pour les transformer, c'est-à-dire pour leur ajouter des fonctions qui ensuite permettront de l'accrocher, ce n'est pas si évident. Mais néanmoins, là, c'est un travail dans lequel ce complexe a été associé à des quantum dots, du sulfure de cadmium ici, avec une amine comme donneur d'électrons. Toujours le même système, vous excitez les électrons par la lumière, les électrons servent à réduire le catalyseur qui lui-même réduit le CO2 en CO. Et là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'ils ont accroché ce catalyseur à travers différentes fonctions pour comparer. Donc, carboxylate, phosphonate, thiolate. Et vous voyez que, d'abord, en termes de quantité, ça c'est de quantité, de densité de catalyseur par unité de surface, ici c'est par quantum dot, c'est très différent. Et par ailleurs, en termes d'efficacité, vous voyez, les carboxylates et les phosphonates sont très mauvais, ils donnent surtout de l'hydrogène, alors que le thiolate donne du CO en produit très majoritaire. Donc ce sont des très très grandes différences. C'est très rare de voir ce genre d'études où on étudie la nature du lien. Et vous voyez, c'est hyper important. Donc la plupart du temps, ce sont des travaux dans lesquels c'est déjà assez difficile avec un mode d'accrochage. Donc c'est ça qui est rapporté. Mais ici, on voit à quel point c'est important. Et de fait, à partir de ce moment-là, on a des systèmes qui peuvent atteindre des rendements faradiques qui sont assez élevés. Bon, ce ne sont pas des très bons systèmes en termes de stabilité en particulier et d'efficacité. Mais c'est quand même intéressant parce que, bon, là, on est dans de la recherche très, très fondamentale qui se dirige vers l'élaboration des meilleurs systèmes. Voilà, vous voyez, donc c'est des travaux de cette année, c'est un des meilleurs systèmes. Donc ça, c'est... Quand vous voyez le rhénium ici avec de la lumière, en gros, vous tombez sur un chimiste japonais, Osamu Ishitani, qui est le grand spécialiste de la photoréduction du CO2. Et ici, voilà, en travaillant sur des photosensibilisateurs moléculaires accrochés sur de l'oxyde de titane et co-accrocher le catalyseur à base de rhénium, vous le reconnaissez, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Là aussi, en travaillant sur différents modes d'accrochage, vous voyez, des carboxylates jusqu'à certaines classes de phosphonates, vous commencez à atteindre, vous voyez, des nombres de cycles catalytiques en CO pour des systèmes qui sont de cet ordre-là, assez importants, parmi les plus importants qui existent dans la littérature pour ce qui est de la production de CO. Mais vous voyez qu'on peut vraiment accrocher des systèmes d'une très grande complexité sur des semi-conducteurs. Ici, TiO2 est un semi-conducteur. Là aussi, il faut un donneur d'électrons sacrificiel, comme on dit, un réducteur. Ici, c'est cette molécule, je ne rentre pas dans le détail. Les électrons traversent jusqu'au rhénium pour réduire le CO en CO2. Donc ça, vous voyez, tout ça, ce sont des systèmes, ce ne sont pas encore des électrodes ou des photoélectrodes. Ce sont des expériences que les gens font en poudre, en suspension, pour regarder l'efficacité des systèmes. Et si on tombe sur un système formidable, eh bien, on le dépose sur des électrodes et on en fait une photoélectrode. Alors, est-ce qu'il y a des systèmes de type cellules photoélectrochimiques qui ont été élaborés sur ce principe-là? Il y en a quelques-uns, pas énormément. C'est une recherche très japonaise aussi, c'est beaucoup Ishitani. Moi, je situe à peu près, vous voyez, au milieu des années 2010, 2014, un des tout premiers systèmes. À nouveau, ça vous fait penser au système précédent, mais le système précédent, il est en 2018, c'est-à-dire 4 ans plus tard, et vous voyez, les porphyrines de zinc, elles sont construites de façon beaucoup plus complexe. Je ne rentre pas dans le détail de l'intérêt ici, voilà, de ces ajouts à la porphyrine de zinc. Mais
disons que très simplement, vous voyez un système dans lequel, donc moléculaire, dans lequel vous avez une porphyrine de zinc qui est un photosensibilisateur très connu depuis très longtemps, qui a la capacité de capter la lumière visible et d'assurer une certaine séparation de charge qui permet justement d'alimenter le catalyseur en électrons. Eh bien, vous voyez, ce système a été fixé sur de l'oxyde de nickel et donc constitue une photocathode, voilà, éclairée, excitée la porphyrine de zinc. Ces électrons sont à une énergie suffisante pour réduire le complexe de rhénium et réduire le CO2 en CO. Et les électrons qui viennent de la contre-électrode, bon, qui peut être du platine ou autre chose dans ces systèmes. Ici, je ne sais plus très bien quelle était la contre-électrode, mais vous avez les électrons qui complètent le trou ici créé dans la porphyrine de zinc. Bon, ce sont des systèmes qui sont, on est en 2014, ce sont des systèmes qui ne sont pas très, très efficaces. Vous voyez, des dizaines de microampères, un nombre de cycles catalytiques limité, enfin je ne rentre pas dans le détail, et vous voyez des rendements faradiques très faibles. Bon, enfin, ce sont les premières tentatives de dispositifs, et plus récemment, c'est quelque chose que j'avais oublié, que Vincent m'a rappelé, et donc je ne suis pas rentré dans le détail des performances, je ne le fais pas toujours, mais c'est juste pour vous montrer à nouveau la stratégie. Donc, quand on parle de photocathode moléculaire, aujourd'hui, on pense à des choses comme ça. C'est en gros, pour la réduction du CO2, hein, c'est en gros ce qui se fait de mieux aujourd'hui. C'est un photosensibilisateur, à nouveau avec des phosphonates fixés sur l'électrode, à base de ruthénium, et un catalyseur à base de rhénium, ça c'est aussi Ishitani. Et il s'avère que de l'autre côté, il a une photoanode. C'est nécessaire. Avoir de l'absorption de lumière juste sur la cathode, c'est insuffisant. Il faut aussi de l'énergie sur l'anode. Et là, ce sont des oxydes de cobalt, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui sont assez souvent utilisés avec un oxynitrure de tantale comme semi-conducteur. Voilà le type de choses qu'on voit aujourd'hui quand on parle de système moléculaire pour la réduction du CO2. Je voulais aussi vous parler de polymères. Il s'avère que ça, c'est un système, et alors on revient sur le ruthénium, c'est un système qui a été découvert là aussi il y a très longtemps, mais au cours des dernières années, on a vu des entreprises comme Toyota, par exemple, s'intéresser à ce genre de système. Et donc l'idée, c'est en fait de déposer un polymère sur l'électrode de type polypyrrole, qu'on construit d'ailleurs par électropolymérisation directement sur l'électrode où on veut le fixer. Et ici, en gros, il suffit d'avoir des groupements pyrrole sur le ligand. Ici, c'est une bipyridine, à nouveau, assez classiquement. Et ça a été exploré à travers ces systèmes de ruthénium qui font la catalyse de réduction du CO2 en acide formique. Voilà, alors il y a eu plusieurs versions au début des années 2010, vous voyez, 2011, 2013. Donc ces polymères ont été déposés sur des semi-conducteurs. Ici, par exemple, alors MCE, c'est pour le polymère ici, phosphure d'indium, tandis que du côté de la photoanode, puisque ici, la démonstration, c'est que le donneur sacrificiel ici n'est pas une amine, n'est pas du méthanol, mais pour le coup est ce qu'on recherche, à savoir est de l'eau. Et donc le bilan global, vous voyez, c'est de l'eau plus du CO2 qui donne de l'acide formique plus de l'oxygène. Donc on est vraiment dans la photosynthèse artificielle. Et donc il faut deux semi-conducteurs. Donc ici, c'est un système dans lequel on a de l'oxyde de titane. Et ici, donc, je l'ai dit, le phosphure d'indium. Donc à nouveau,
excitation par la lumière. Le potentiel redox, ici, est insuffisant pour réduire le catalyseur, donc il réduit le trou qui est créé à nouveau par un autre photon qui excite le phosphure d'indium, le second semi-conducteur, et l'électron excité est enfin à un potentiel suffisant pour faire la réduction du catalyseur et du CO2 ensuite. Le bilan, vous voyez, est ici. Vous pouvez jouer sur, évidemment, les potentiels en changeant les semi-conducteurs. Et donc, il y a eu des travaux, vous voyez, avec des oxydes de titane ou des oxydes mixtes de strontium et de titane. Le dernier, voilà, permettant une driving force un peu plus grande. Ils sont allés plus loin, et c'est ce qui est publié en 2013, où ils ont construit, là aussi, une cellule complète. Une cellule complète, ici avec la même photocathode, et ici également la photoanode avec le SR-TiO3. Ce qui est indiqué ici, et vous voyez, ce sont des systèmes qui sont très stables. Vous voyez ici, au bout de 24 heures, on a une production continue d'acide formique. C'est suffisamment intéressant pour le noter. Il y a peu de systèmes qui fonctionnent de façon aussi stable grâce à la stabilité de ce polymère, avec des rendements faradiques qui sont intéressants. Le gros problème ici, c'est que ces semi-conducteurs, ici, ils absorbent dans l'ultraviolet, et ça, c'est pas très intéressant. Il faut avoir des systèmes qui absorbent dans le visible. Et c'est ce que fait Toyota ensuite, en changeant le semi-conducteur. Donc c'est une jonction silicium-germanium qui est utilisée, sur lequel... Alors c'est un monolithe ici, c'est un dispositif monolithique, vous voyez, dans lequel on met tout. Sur un côté, vous voyez, on dépose le polymère. On dépose le polymère. Et de l'autre côté, on dépose un catalyseur d'oxydation. Ici, c'est de l'oxyde d'iridium. C'est pas ce qu'il y a de mieux du point de vue peut-être du coût du catalyseur, mais néanmoins, c'est un système qui est très connu pour être bon pour faire l'oxydation de l'eau. Et voilà, et vous avez la jonction silicium-germanium au milieu, qui donne un band gap de 2,1 volts et qui, vous voyez, suffit à assurer le transfert d'électrons photo-induits venant de l'eau jusqu'au CO2. Et là aussi, ce sont des systèmes, vous voyez, qui sont stables. Hein. Ici, c'est une expérience sur 6 heures, c'est assez intéressant. Et évidemment, oui, bien sûr, hein, à 2,1 électron-volts, le semi-conducteur absorbe dans la lumière, et sa bande de conduction et sa bande de valence est bien positionnée pour accepter les électrons dans la bande de valence et donner les électrons de la bande de conduction vers le CO2. Voilà. Donc c'est le type de choses qu'on voit aujourd'hui. Donc ici, je vous ai donc dans ce premier temps parlé de systèmes dans lesquels on essaye vraiment de coupler de la photochimie avec de la catalyse, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que l'énergie vienne de l'énergie solaire directement, et c'est pour ça que ça peut conduire à des systèmes photoélectrochimiques, des cellules photoélectrochimiques. Bon, l'autre façon de faire, c'est en effet de ne s'intéresser qu'à des électrolyseurs, et donc la question ici n'est pas de coupler, d'associer en permanence les catalyseurs avec des photosensibilisateurs, qu'ils soient moléculaires ou semi-conducteurs, mais de récupérer des électrons éventuellement venant d'un panneau photovoltaïque. Donc le soleil est bien présent là, l'énergie solaire est bien là, mais la question se réduit à faire des électrodes moléculaires pour faire de la réduction du CO2. Et donc là aussi, c'est la même stratégie qui est développée. Peut-être les premiers résultats, c'est ça. Vous voyez, c'est pas très vieux non plus, début des années 2010, c'est très mauvais. Grosse surtension, peu de stabilité, etc. On retrouve ce que j'ai déjà dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on peut modifier avec des groupements pyrènes des ligands
pour fixer sur des électrodes de carbone. On peut faire de la chimie clique, que vous reconnaissez ici, entre des groupements alcynes, par exemple sur une porphyrine de cobalt, et des azotures qui ont été fixés sur une électrode de carbone. Et en gros, on a des faibles densités, on fixe très peu de catalyseurs, on a des faibles densités de courant, on a des systèmes qui ne sont pas très stables, et on travaille en solvant organique. Donc, c'est les premières tentatives, mais ça ne marche pas très bien. Sans doute un des systèmes les plus performants qui a été proposé, dont on a peu parlé ensuite, c'est un système dans lequel on utilise des complexes d'iridium. Donc tout ça, c'est des molécules, à nouveau, des complexes d'iridium. Vous reconnaissez le groupement pyrène. Et en gros, voilà, la stratégie, c'est d'utiliser ces interactions pi-pi entre du carbone, ici c'est même des nanotubes de carbone, et ce groupement pyrène pour construire une électrode. Vous voyez ici la préparation de l'électrode, c'est une surface, alors ça peut être du carbone ou des GDL par exemple, des couches de diffusion de gaz dont j'ai déjà parlé. Donc, dépôt des nanotubes de carbone. Donc, vous voyez ici, c'est un cas où le catalyseur n'est pas d'abord fixé sur le nanotube de carbone, c'est les nanotubes de carbone qui sont fixés. Ensuite, on immobilise le catalyseur, juste en déposant le catalyseur sur cette électrode. Vous voyez, on arrive malgré tout à des densités qui ne sont pas terribles, 10-9. Là, il y a des vrais enjeux, hein. Même avec des nanotubes de carbone, ici, ça ne va pas au-delà. Bon, il y a du polyéthylène glycol qui est rajouté, mais ça c'est pour assurer des caractères d'hydrophilicité de la surface. Voilà, donc ça fait un assemblage assez complexe, vous voyez, mais disons qu'on travaille dans l'eau, et vous voyez, on a des rendements faradiques de 83% en formiate, et là, vous voyez, c'est la première fois que je montre des chiffres si élevés. Plusieurs dizaines de milliers de cycles catalytiques en 1 heure. Donc là, on atteint vraiment, véritablement des records et avec des courants qui sont assez élevés. Voilà, juste pour vous montrer, de temps en temps, je vous montre des choses qu'on fait au laboratoire. Ça, c'est des travaux qu'on a développés au laboratoire dans les années 2015, lorsque Noémie Elgrischi était en thèse et Matthew Chambers était un postdoc. On a travaillé, donc vous reconnaissez ces systèmes terpyridines, à nouveau très simples. D'ailleurs, ce sont des systèmes qui avaient là aussi été étudiés, mais assez mal, par un assez grand électrochimiste dans les années 80 à Brugna. Aux États-Unis, et donc on avait repris ces systèmes-là parce qu'il y avait des propriétés assez intéressantes qui étaient décrites dans la littérature, qu'on n'a jamais pu reproduire, d'ailleurs ça arrive. Et donc on s'était dit que là on avait un type de catalyseur qui pouvait être intéressant, simple et modifiable. Voilà. L'intérêt aussi, c'était que c'est des systèmes qui, sur le plan électrochimique, étaient parfaitement bien caractérisés et qu'on pouvait moduler les réactivités en fonction, par exemple, du métal. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le complexe à base de cobalt donne des quantités variables de monoxyde de carbone et d'hydrogène en fonction du potentiel, tandis que simplement en mettant du nickel, on avait un système qui était totalement incapable de produire de l'hydrogène, donc ne faisait rien aux protons et était très sélectif pour la réduction du CO2 en CO. C'est assez intéressant et en fait, on ne sait toujours pas très bien pourquoi. Et donc, en collaboration avec le groupe de Fethi Bidioui à Chimie Paris, à côté, donc on avait étudié le système de greffage de ces catalyseurs sur des surfaces de carbone, sur des électrodes de carbone, en utilisant des groupements diazonium, donc, que j'ai décrit la dernière fois. Et là, le parti pris était de fixer là aussi le ligand, pas le complexe, mais le ligand simplement.
L'intérêt, vous le verrez, c'est qu'on a une électrode qu'on peut alimenter, qu'on peut finalement maturer avec n'importe quel métal. Et quand on traite cette électrode simplement, qu'on trempe cette électrode dans une solution de sel métallique, de cobalt, on fixe le métal, on a le complexe qui est formé. Je ne rentre pas dans le détail des propriétés électrochimiques. Mais ce qui est intéressant, donc on a bien le complexe qui est là. Et quand on démétale avec un ligand de métaux, donc vous voyez, le signal du cobalt disparaît et on a une électrode, on la reprend et on peut rajouter du cobalt et à nouveau on récupère le signal du cobalt. Donc on a des électrodes comme ça qui peuvent être utilisées à plusieurs reprises en métallant, remétallant. On peut perdre du métal mais remétaller, enfin, etc. Et puis l'autre chose, c'est qu'on peut aussi mettre d'autres métaux et en particulier du nickel. Et là on a un autre type d'électrode. Bon, je trouvais ça assez intéressant dans le sens où, avec une seule électrode, vous pouviez avoir avec du cobalt un mélange de CO et d'hydrogène et avec du nickel, simplement du CO. Bon, il s'avère que ces systèmes sont malheureusement... Alors là, on est un peu comme, si vous voulez, dans ce que je vous ai présenté, on est un peu dans ces systèmes-là, c'est-à-dire avec des systèmes qui sont pas très stables. Mais néanmoins, vous avez de la catalyse de CO2 sur ces électrodes, vous avez de la production de CO. Voilà, c'est le type d'approche qui peut être suivie et qu'on continue à développer ici. Je souhaitais aussi parler de ce travail-là. Il y a une façon aussi d'accrocher des espèces organiques ou organométalliques sur des surfaces, c'est à travers l'oxydation d'alcine. Oxydation en fer 3, deuxième oxydation qui fait partir l'hydrogène ici, et vous avez un radical qui peut réagir sur l'électrode. Alors ça a été exploité très récemment. Vous voyez, là aussi, on retrouve le complexe de nickel. Cyclame, avec une fonctionnalisation avec des alcines terminales et différentes tailles de linkers. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ces électrodes, donc ces choses-là se retrouvent sur du solide. Ici, c'est des propriétés électrochimiques. On voit la catalyse en présence de CO2 de ces systèmes-là, mais bon, ce sont des systèmes, vous voyez, qui ne sont pas très bons. Beaucoup d'hydrogène, peu de CO, des systèmes moins bons que le catalyseur homogène qui donne plus de CO et d'hydrogène. Donc ici, je n'essaye pas de dire que chaque fois qu'on hétérogénéise un complexe, on améliore. Ici, c'est un cas où véritablement le fait de l'hétérogénéiser a conduit à plutôt une catastrophe. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a une chose qui est vraiment importante, vous l'avez vu notamment quand on a fait varier le mode d'accrochage, enfin les travaux où on a comparé phosphonate, carboxylate, thiolate, etc. Il y a vraiment un enjeu, me semble-t-il, dans ce domaine-là, à aller beaucoup plus loin. Ça n'a pas encore été fait à travers l'exploration de façon un peu systématique de différents modes d'accrochage, de différentes longueurs de ce qu'on appelle des linkers, je dirais, entre le catalyseur et la fonction d'accrochage, un peu comme vous voyez ici sur très peu d'exemples. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé, on n'a pas de résultat, mais avec une famille de catalyseurs. Ici, ces ligands-là, vous voyez, ce ne sont pas des bipyridines, ce sont des pyridines triazoles qui sont justement synthétisés très simplement à travers de la chimie clique, où on combine, vous voyez par exemple des pyridines substituées avec des alcines
et des pyridines substituées avec voilà, des fonctions avec des groupements azotures. Et ça donne ces ligands-là, donc avec cette fonction pyridine triazole, qui peuvent complexer des complexes de rhénium. Et à cause de la très grande versatilité de ces complexes, de ces synthèses, excusez-moi, et ça c'est un travail qu'on fait en collaboration avec Clotilde Policard à l'ENS, et ça avait été initié par Vincent Ching, qui était postdoc au laboratoire, et avec Maria qui s'occupe de l'électrochimie et qui continue le projet. Voilà le type de complexe dont on parle, mais on est capable aujourd'hui d'avoir une multitude de fonctionnalités sur un complexe, toujours le même, et on peut comparer un greffage diazonium, alors il faut transformer l'amine en diazo, en diazonium, c'est simple, en mettant toutes sortes. Ici, on donne quelques exemples, mais c'est infini. On peut faire vraiment une banque assez considérable. Vous voyez, différentes tailles de linkers. On peut accrocher des groupements pyrènes à toutes les distances qu'on veut du cycle catalytique. On peut introduire des fonctions, assez facilement des fonctions acides et faire du couplage, sorte de couplage peptidique. On peut faire de la chimie clique, vous voyez ici, toutes sortes de distances possibles à nouveau entre le catalyseur. Voilà, donc ça c'est un des projets qu'on a actuellement en cours pour, disons, aller plus loin dans la compréhension de ces stratégies de greffage. Voilà. Plus que deux derniers exemples. Le premier, c'est que, évidemment, certains chimistes n'ont pas manqué de rebondir sur un complexe à base de métaux non nobles, de métal non noble comme le manganèse, un système relativement simple, avec à nouveau une bipyridine. Vous avez vu, avec cette bipyridine, on peut faire quand même un peu de fonctionnalisation. Ce n'est pas aussi riche que ce que je viens de vous montrer. Et donc, il y a eu toutes sortes de stratégies pour fixer ces catalyseurs sur des surfaces. Et vous voyez, tout ça est très récent, 2016-2017. Donc, ça peut être à travers des phosphonates à nouveau, hein, sur des oxydes. Ces systèmes ne sont pas très intéressants. Ils sont en particulier, le catalyseur se désactive relativement vite. Assez classiquement maintenant, l'utilisation à nouveau de bipyridine modifiée avec des pyrènes pour mettre ça sur des nanotubes de carbone. Il y a une chimie un peu compliquée derrière ce complexe de manganèse, et notamment le fait que, selon les conditions expérimentales, le produit de la réaction peut être du monoxyde de carbone ou de l'acide formique. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de l'étude des mécanismes. Mais ici, dans ce travail-là, il a pu être montré qu'en fonction de la densité de catalyseur que vous mettez sur la surface, vous pouvez soit avoir une électrode qui produit de l'acide formique, soit du monoxyde de carbone. Et en gros, c'est assez simple à imaginer, c'est-à-dire que lorsque vous en mettez peu, les sites métalliques sont plus isolés les uns des autres, ont moins tendance à former des espèces dimères intermédiaires qui ont été établis comme responsables de la formation du monoxyde de carbone. Plus vous en mettez, plus les sites métalliques sont rapprochés, plus la probabilité de faire des dimères est forte, y compris, c'est ce qui est dit dans ce travail, y compris sur un solide, c'est-à-dire cette idée que j'ai évoquée à plusieurs reprises, que la raison pour laquelle on mettait des complexes sur des solides, c'était aussi pour éviter des réactions bimoléculaires, par exemple de désactivation du catalyseur, etc., parce que
par définition, une fois qu'ils sont figés sur des solides, on ne devrait pas avoir de réaction bimoléculaire, de formation de dimères, etc. Bon, ceci n'est peut-être pas tout à fait vrai. Et en tout cas, on peut comprendre que si on en met plein, et si les chaînes sont assez longues, deux catalyseurs peuvent se rencontrer et former des espèces dimères. Je veux juste montrer un travail qui a été fait au laboratoire avec des objets qui permettent, des objets très originaux qui permettent de fixer des catalyseurs sur des solides. Et là, je vais parler de systèmes PMO, pour Periodic Mesoporous Organosilica, donc des composés organosiliciés mésoporeux périodiques, et qui sont, voilà, qui sont élaborés à partir de précurseurs. Ici, par exemple, c'est une bipyridine, à partir de précurseurs comportant des fonctions alkoxysilyl qui peuvent être hydrolysés en présence d'un surfactant pour donner ces structures-là. Et sur les murs des pores, vous reconnaissez la bipyridine. Et ces bipyridines, en tout cas les plus en surface, sont accessibles. Et ça avait déjà été montré. Notamment, ici, j'ai quelques exemples. Ça avait été montré notamment dans des travaux qui fixaient des complexes ruthénium-bipyridine sur ces solides. Et là, vous reconnaissez une entité ruthénium avec 3 bipyridines, dont une est dans le solide. Et c'est ainsi qu'il est fixé et qui est un qui devient un photosensibilisateur, un semi-conducteur, en quelque sorte. Et d'autres exemples, en particulier, vous voyez ici ce complexe dont j'ai eu l'occasion, je crois, de parler, iridium CP bipyridine, fixé maintenant sur ces solides et qui peut faire de l'oxydation de l'eau. Et donc, c'est Victor Mougel qui a introduit ces matériaux au laboratoire et assez naturellement, on s'est intéressé à l'exploitation de ces bipyridines sur ces solides-là pour faire des catalyseurs d'oxydation, de réduction du CO2. Et le choix, ça aurait pu être un autre système, mais le choix qui a été pris, c'est celui de fixer donc, sur ces bipyridines des complexes de manganèse pour atteindre quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le catalyseur de De Ronsier, manganèse bipi avec des CO, mais véritablement hétérogénéisé et donc fixé sur un solide. Voilà. C'est un système qui est intéressant et notamment c'est un cas où l'hétérogénéisation a conduit à une amélioration du catalyseur, c'est-à-dire le catalyseur est plus efficace que sous la forme solide que sous la forme dans un système de photoréduction du CO2, c'est-à-dire en présence d'un photosensibilisateur en solution. Donc c'est un effet positif de l'hétérogénéisation et je terminerai mon cours en montrant des systèmes dans lesquels il y a un effet massif de l'hétérogénéisation, parce que pour le moment, ce n'est pas très flagrant. Donc plusieurs centaines de tonnes, enfin de cycles catalytiques après quelques heures. Ce qui est intéressant ici, c'est que le système travaille aussi avec des colorants organiques ou inorganiques, mais relativement simples et pas chers, comme la fluorocéine ou les porphyrines de zinc. Bon, le problème, c'est que le catalyseur lui-même n'est pas suffisamment stable. C'est-à-dire que, certes, il est en partie recyclable, mais pas sur un nombre de cycles très, très important. Voilà, je n'ai pas le temps de parler de mécanisme. Je voudrais terminer là-dessus. Ça, vous l'avez vu, donc j'en parle pas. C'est les systèmes qu'a décrit en partie Marc Robert, ce sont des porphyrines de fer. Il a parlé de porphyrines de fer uniquement, mais je vous ai déjà parlé d'autres porphyrines, de cobalt, je vous ai parlé de phtalocyanine. Et je voudrais vous montrer donc, justement quelques exemples, terminer sur quelques exemples de ces porphyrines ou phtalocyanines de cobalt ou de cuivre qui sont assez intéressants. Ici,
donc vous avez cette porphyrine de cobalt, donc qui est connue pour être un catalyseur pour l'électroréduction du CO2 en CO. Ceci indique la vague catalytique. Le système, malheureusement, n'est pas stable. Vous voyez qu'il y a une perte de courant, ça s'arrête. Mais c'est un système qui est très sélectif pour la formation de CO. Vous voyez, le nombre de cycles catalytiques est faible. Quand cette porphyrine est fixée sur des nanotubes de carbone, et ici c'est peut-être un des plus importants chiffres que j'ai vu dans la littérature, dans ces catalyseurs de réduction du CO2 avec 10-7 mol par centimètre carré. Ici, on a un système qui, tout d'un coup, devient beaucoup plus stable, avec des courants beaucoup plus élevés. Ici, on forme du CO en 4 heures. On a des surtensions. Alors ici, vous voyez, vous avez une surtension de 1,1 volt et vous gagnez presque 600 millivolts de surtension grâce à ce système. Et avec des sélectivités et nombre de cycles catalytiques qui sont tout à fait intéressants. Et c'est ce que je redis ici. Alors, j'avais déjà évoqué quand j'ai parlé du fameux complexe de diphosphine de nickel pour la réduction des protons qu'on avait initialement travaillé avec Vincent, de l'apport considérable de l'hétérogénéisation. Ici, c'est aussi un cas. Donc, il y a des cas dans lesquels il y a une amélioration, comme je le dis ici, drastique du système. Vous voyez, simplement en le déposant, il n'y a même pas de fonctionnalisation ici de cette porphyrine. On profite du caractère hydrophobe du catalyseur pour le fixer. Donc c'est très simple et ensuite on a une amélioration considérable. Vous voyez que ici l'électrolyse est faite à moins 2 volts, une surtension d'1 volt, et ici il suffit de le faire à moins 1,35. Ici on a 4 cycles catalytiques, ici on en a 1000. On a un rendement faradique de 50%, ici on en a plus de 90%, voilà, sans faire des choses très extraordinaires. Voilà, et le dernier système, je reviens à ces phthalocyanines. Là aussi, simplement déposé sur des nanotubes de carbone. Et première étape, vous observez que lorsque c'est déposé sur des nanotubes de carbone comparé à juste la phthalocyanine de cobalt, vous voyez que la production de CO démarre à des potentiels relativement bas, et il faut atteindre des potentiels beaucoup plus bas, beaucoup plus négatifs pour que la phthalocyanine de cobalt, qui n'est pas mise sur des carbones nanotubes, démarre, pour que la réaction démarre. Donc il y a déjà une très grande différence. Vous voyez en rouge les densités de courant comparées à celles en bleu. Donc il y a un apport énorme de la fixation sur la densité de courant, sur l'efficacité du système. Ce sont des systèmes qui sont très stables. Vous voyez ici, en 10 heures, 10 mA par centimètre carré pour ce potentiel de moins 0,63 volts, avec des rendements faradiques en CO qui sont au-dessus de 90%. Donc là aussi, un effet très fort de la fixation sur des carbones. Ça, vous voyez, c'est publié dans Nature Communications en 2017. Mais là aussi, là où ce travail est intéressant, c'est aussi qu'il montre que, et c'est ça l'intérêt d'avoir des systèmes hybrides solides moléculaires, c'est que vous pouvez jouer sur les deux choses, c'est-à-dire vous pouvez jouer sur le solide support et vous pouvez jouer aussi sur la molécule, c'est-à-dire vous pouvez la modifier par voie de synthèse. Et dans ce travail-là, il passe à des composés avec des groupements CN électroattracteurs sur la phthalocyanine. Et c'est encore mieux. Vous voyez ici, et là, on ne compare plus que les phthalocyanines de cobalt sur des nanotubes de carbone, sauf qu'une n'est pas fonctionnalisée avec les groupements CN alors que l'autre l'est. C'est ce qui est indiqué ici. Et on a, vous voyez, avec le dernier système, un système très stable, des courants plus élevés, des rendements faradiques encore plus élevés, des surtensions encore plus faibles. Vous voyez ici, à ce potentiel de moins 0,63 volts, on atteint 15 mA par centimètre carré avec ce système au lieu de 10 lorsqu'il n'y a pas les groupements CN. Et
on a une certaine stabilité de la production de CO en fonction du potentiel. Voilà, et ça c'est ma dernière dia. Donc dans les deux derniers exemples, voilà, j'ai voulu finir, disons, sur une belle image de l'hétérogénéisation des catalyseurs moléculaires. Il peut y avoir des effets absolument drastiques. Et finalement, avec relativement peu d'efforts, déposer un catalyseur simplement sur des nanotubes de carbone et déposer tout ça sur une électrode, changer un peu les substituants de la partie moléculaire, et tout d'un coup, on gagne 600 millivolts de surtension, on gagne plusieurs dizaines de milliampères par centimètre carré de courant, de la stabilité, enfin, etc. Donc ça peut être assez extraordinaire. Ici, je termine sur le fait que c'est un article très intéressant qui est sorti cette année et qui ne concerne que la conversion du CO2 en CO et qui compare l'ensemble, qui fait un bilan, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez produire du CO, le bilan de l'ensemble des catalyseurs qui ont été explorés pour ça. Et donc, ici, chaque point est défini par la surtension pour un courant donné. Alors, ils sont assez difficilement comparables, mais en gros, vous aurez compris que moins vous aurez de surtension pour un courant le plus élevé possible, et mieux ça sera. Donc, les meilleurs catalyseurs sont là, et tous ceux qui sont là ne seront bons que s'ils se dirigent par des modifications que les gens voudront bien leur apporter dans ce cadran ici. Et on retrouve, si vous voulez, on retrouve bien sûr parmi les tout meilleurs, et notamment pour le monoxyde de carbone, des catalyseurs à base de métaux nobles, comme l'argent et l'or, c'est connu depuis très longtemps. Mais, bien évidemment, à nouveau, si ces technologies-là finissent par arriver sur le marché et être à des très grandes échelles présentes dans notre industrie, dans notre monde, évidemment, on peut penser qu'il ne faudra pas travailler sur ces métaux-là parce qu'ils sont insuffisamment disponibles et chers. A l'inverse, tout en bas, malheureusement pour je dirais les gens du moléculaire, de la chimie homogène, ils sont, voilà, tout cela ne sont pas bons du tout avec ce critère sur tension courant. Et donc, si on veut, en tant que chimiste moléculaire, exploiter ces complexes, il faut les transformer pour qu'ils atteignent ce cadran ici. Et peut-être une des façons de les faire, c'est justement, certainement pas tellement en modifiant les ligands autour, on va rester là, il y a plein de choses qui ont été faites déjà ici, et même les fameuses porphyrines de fer sont en bas. Donc peut-être que, justement, en les hétérogénéisant, et c'est pour ça que, ici, vous voyez, finalement, cette phthalocyanine de cobalt qui est plutôt ici, comme tous les catalyseurs moléculaires, ici, fixée sur des nanotubes de carbone, vous voyez, elle est quand même très bien remontée. Donc on peut espérer que même les catalyseurs moléculaires qui sont ici en si mauvaise position puissent être, en fonction de cette hétérogénéisation, présents dans ce cadran. On en est loin encore. Mais à nouveau, ces phthalocyanines de cobalt sur nanotubes sont peut-être le meilleur exemple, dans ce domaine-là spécifiquement de la réduction du CO2, le meilleur exemple d'un catalyseur moléculaire hétérogénéisé qui est un peu compétitif par rapport aux meilleurs catalyseurs. Et je termine en disant qu'en noir ici, vous avez un exemple de la famille de catalyseurs dont je parlerai dans 15 jours. Il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Dans 15 jours, ce sont les catalyseurs hétérogènes, donc solides, mais à site métallique isolé. Donc
parce que les sites sont isolés, ça peut faire penser à des catalyseurs homogènes, à des catalyseurs moléculaires, et ils y font penser en effet, vous en verrez la structure. Donc c'est ça que j'élaborerai. Et vous voyez, ils sont aussi assez proches des tout meilleurs catalyseurs, et donc c'est aussi une classe de catalyseurs qui sont aujourd'hui très étudiés, et je voulais, au cours de cette série de cours de cette année, en parler, et c'est ce que je ferai dans 15 jours. Et je vous remercie pour votre attention.